Bonjour. Je crois que vous m'entendez mieux. Moi, je m'entends bien, en tout cas. Euh, alors, Bienvenue à notre présentation Stantinco, un botnet aux multiples facettes opérant depuis plus de 5 ans. Donc, nous, aujourd'hui, on vient vous présenter une recherche qu'on a effectuée dans les bureaux de Montréal D7 pendant la première moitié, dans le fond, les 4 premiers mois de l'année 2017. Euh, la recherche a été effectuée par Mathieu Faou, qui est avec moi sur scène, moi-même, Frédéric Vachon, et Marc-Étienne Léveillé. La présentation est en français, mais les slides sont en anglais. Là, donc, si jamais il y a des anglophones dans la salle, vous allez quand même pouvoir un peu suivre avec les slides. Alors, rapidement, l'agenda de la présentation. On va commencer par donner un aperçu rapide de qu'est-ce qu'est Stantinco et aussi comment est-ce que cette investigation-là a commencé. Par la suite, on va parler du vecteur d'infection. Donc, comment est-ce qu'on s'infecte avec Stantinco. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le cœur de Stantinco, donc vraiment les services Windows persistants sur une machine infectée, donc ce qu'on va retrouver sur une machine infectée. Ensuite, on va parler des techniques d'anti-analyse et d'anti-détection qui ont été utilisées par les opérateurs de Stantinco pour rendre notre travail plus difficile finalement. Après ça, on va parler d'extensions de navigateurs web qui sont installés par Stantinco sur une machine infectée et qui effectuent de la fraude publicitaire. Suite à ça, on va parler de d'autres plugins qui font de Stantinco une menace qui est au-delà du simple adware. On a vu, entre autres, là, une backdoor poussée sur certaines machines infectées. Et finalement, on va démontrer que Stantinco est une menace multiplateforme en parlant d'un composant Linux qu'on a trouvé pendant l'investigation. Alors, comment est-ce que cette investigation-là a commencé? Il y a une personne de confiance qui a trouvé dans son parc informatique 3 binaires Windows qu'il trouvait suspicieux. Et donc, il ne savait pas vraiment s'il était malicieux à ce moment-là, mais bon, ça semblait suspicieux. Il nous a envoyé les 3 fichiers, en plus d'une capture réseau d'un des composants qui communiquait avec son serveur de contrôle. Euh, donc, Ici, si on regarde en commençant notre analyse, il y avait un des composants ici dont on s'est rendu compte qu'il y avait, ici, on a les exports du binaire. Et comme on peut voir, il y a beaucoup d'exports qui sont préfixés par lame. Lame se trouve à être un encodeur MP3 libre. Et puis, si on regarde dans les chaînes de caractères aussi, on voit certaines chaînes de caractères là, qui sont associées au projet légitime lame. Oups. OK. Alors, en creusant un peu plus dans notre recherche, on s'est rendu compte que wsaudio.dll allait charger un chemin vers un fichier dans le registre Windows. Par la suite, appelait load library sur le fichier, donc chargeait la librairie en mémoire. Et plus bas, ce que vous voyez encadré en rouge, donc la DLL allait déchiffrer le code de l'autre DLL qui venait de charger en mémoire et après ça, faisait des appels dans ce code-là. Donc, c'est quand même pas si mal. On n'avait pas de comportement explicite, de comportement malicieux explicite à ce moment-là dans notre enquête. Par contre, exécuter du code chiffré, c'est quand même assez suspicieux. À ce moment-là, les composants n'étaient pas détectés. Donc, on se disait qu'on était fort probablement face à quelque chose d'intéressant, potentiellement novateur. On ne sait pas encore à ce stade-là qu'on a affaire à quoi. Par contre, on sait que les samples ont été trouvés dans une grande entreprise. Donc, à ce moment-là, on se disait qu'on avait peut-être affaire à un groupe d'espionnage super avancé, sponsorisé par un État, ce qu'on appelle de l'APT. Et à ce stade-ci, on ne sait pas encore comment ça s'installe et on ne sait pas non plus c'est quoi les payloads finales, donc le comportement malicieux des samples en question. Ici, on va tricher et on va se catapulter 4 mois plus tard dans notre investigation avec les résultats finaux. Alors, ici, on a le schéma final de l'écosystème de Stantinco.
Donc, avec tous les composants à partir de l'infection jusqu'au payload finaux. Alors, en regardant comme ça ici, les samples qu'on a eus de notre personne de confiance, c'est WS Audio ici, FD Client qui est juste ici, et GH Store qui est juste ici. Donc, on est vraiment en plein milieu de l'écosystème de Stantinco. Rapidement, la façon de lire le schéma. Ici, par exemple, on voit qu'on a une boîte qui s'appelle PDS. Donc, PDS est un composant de Stantinco. Et ici, WS Audio FD Client, c'est une des variantes de ce composant-là. Donc, ici, on a une autre variante et une autre variante. Les différentes variantes jouent exactement le même rôle dans l'écosystème de Stantinco. Et autre chose qu'on peut mentionner ici, quand vous voyez comme ici les boîtes sont assurées, ce que ça veut dire, c'est que c'est des composants qui se retrouvent uniquement en mémoire. Donc ici, comment est-ce qu'on s'infecte avec Stantinco? On s'infecte en exécutant un FileTour, qui se trouve être un downloader là, qui installe un paquet de logiciels potentiellement indésirables. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment UD Setup. UD Setup qui se trouve être vraiment la passerelle vers Stantinco. Donc, à partir d'UD Setup, on rentre vraiment dans des composants qui sont développés par l'équipe de Stantinco. Donc, UD Setup va installer le premier service ici. Et là, à partir de là, la machine est infectée par Stantinco. Et à la toute fin du schéma, on voit ici qu'on a le BEDS qui est un autre composant persistant sur les machines infectées. Et ici, on a les plugins, on a certains plugins qui sont vraiment les payloads finaux de Stantinco. Et on a ici également des extensions de navigateur web malicieuses qui vont être installées par Stantinco également. Donc, rapidement, on a trouvé d'anciens composants inactifs de Stantinco. On croit qu'ils étaient inactifs depuis environ 2015. Et puis, les domaines utilisés comme serveur de contrôle n'étaient pas enregistrés. Donc, on a mis en place un sinkhole en enregistrant leur domaine et on a fait pointer vers des serveurs qu'on contrôlait pour ramasser des statistiques. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait 139 000 IP uniques qui ont contacté notre sinkhole sur environ 4 mois, 3 ou 4 mois. Donc, ça nous donne déjà une bonne idée là, de l'ampleur de l'opération, puisqu'on parle de composants qui ne sont même plus distribués par Stantinco, qui n'étaient plus distribués au moment de notre investigation. Et en regardant l'origine des IP, on s'est rendu compte que 60% des IP provenaient de Russie, 14% d'Ukraine. Et puis, en regardant notre télémétrie, donc la télémétrie des sets pour la campagne actuelle, on s'est rendu compte que ça coïncidait avec les données de notre sinkhole, donc 46% en Russie, 33% en Ukraine. Et puis, bon, tout ça fait sens avec ce qu'on voit dans les payloads finaux et puis les extensions qui font de la fraude publicitaire, qui ciblent, en fait, dans leurs règles, on voit qu'ils ciblent des sites qui sont en russe, souvent des points .ru. Donc, je vais donner la parole à Mathieu qui va nous parler du vecteur d'infection de Stantinco. Donc, comme Fred l'expliquait quand il a montré le schéma général de Stantinco, l'unique vecteur d'infection qu'on a trouvé pour Stantinco, c'est un malware qui s'appelle FileTour. Donc, c'est le nom de détection qu'on donne chez i7, mais il peut avoir aussi d'autres noms. Il y a d'autres entreprises qui le nomment, par exemple, MoneyInt, parce que c'est le nom de la plateforme de Paper Install auquel il est lié. Donc, c'est un downloader, donc un malware qui va juste télécharger et installer d'autres logiciels malveillants ou potentiellement indésirables. Et de par ses méthodes de distribution, il va cibler particulièrement des personnes parlant russe, puisqu'il est distribué sur des sites russophones. Donc, un exemple d'un site sur lequel on peut trouver FileTour, donc ici microsoft-free.com, qui propose des faux cracks pour Office, Word, etc. Et donc, en réalité, c'est absolument pas un crack, c'est juste le malware de FileTour. Donc, c'est pas un cas unique. On a aussi trouvé des faux GTA 5 piratés, enfin, plein d'autres logiciels. Description de FileTour rapide. Tous les exécutables Windows de FileTour sont signés. Donc, c'est pas une preuve que l'exécutable est légitime, mais ça peut tromper l'utilisateur et ça peut aussi tromper certaines solutions anti-malware qui peuvent tenir ça en compte dans leurs décisions. Les samples sont tous hébergés sur Yandex Disk, donc c'est l'équivalent de Google Drive. Et ils sont uploadés à chaque fois qu'un utilisateur va vouloir le télécharger et ils sont enlevés juste après. Donc ça veut dire que les URL sont à chaque fois uniques.
Donc, on ne peut pas bloquer les URL par lesquelles les samples de FileTour sont distribués. Et enfin, FileTour est packé avec VM Protect. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une solution commerciale de virtualisation, donc qui est vraiment assez puissante et dont la dernière version n'a pas été vraiment cassée. Donc, si vous avez des conseils ou des techniques pour dévirtualiser génériquement du VM Protect, on serait vraiment très intéressé. Donc, comme je le disais, FileTour, c'est un downloader. Il va télécharger des payloads additionnels. Ici, on peut voir un extrait d'une capture réseau. Donc, c'est 4 fichiers qui vont être téléchargés. Ils sont ici cachés en .avi, mais en réalité, c'est uniquement DPE chiffrés. Et donc, on propose un script pour déchiffrer ces .avi sur notre GitHub. Donc, comme je disais précédemment, FileTour est packé avec VM Protect. On n'a pas dévirtualisé les samples. Donc, finalement, on a décidé de reverser la crypto des .avi à la main. Et ça s'est révélé finalement plutôt une bonne idée, puisqu'on a, en quelques heures de travail, on a trouvé l'algorithme de déchiffre. Donc, c'est un algorithme de substitution. Les payloads, donc il y a 4 payloads. Mail.ru et Amigo, c'est des logiciels potentiellement indésirables, donc des toolbars pour navigateurs, des navigateurs un peu louches, etc. Un malware de ClickFraud, je vais revenir dessus juste après. Et ce qu'on appelle ici @stuntingco, puisqu'il y a une classe qui s'appelle @stuntingco dans ce malware. Ce malware est probablement développé par les gens de FileTour. Et ensuite, il va installer trois composants, donc 2 composants potentiellement indésirables qui sont absolument pas liés à Stuntingco, et UDSetup qui est le premier malware qui a été développé par l'équipe de Stuntingco. Et UDSetup, c'est pour Ultimate Discounter Setup. Donc je vais y revenir plus tard parce que c'est une extension légitime qui est disponible sur le Chrome Store. Tout d'abord, le malware de ClickFraud, il est vraiment simple. Il est aussi packé avec VM Protect. Il fait juste enregistrer une tâche dans Windows pour lancer Internet Explorer toutes les 30 minutes sur une URL donnée. Et pour certaines des URL, c'est des liens bit.ly, donc on peut accéder aux statistiques. Ici, on peut voir qu'en à peu près un mois, il y a eu plus de 15 millions de clics. Donc ça, c'est juste pour une des URL et il y en a vraiment beaucoup qui sont utilisés. Donc ça montre vraiment à quel point ce FileTour et donc ce malware indirectement est distribué à une très large échelle. Donc @stuntingco, UD Setup que je décrivais juste précédemment, c'est juste un installeur pour UD Service ou un des autres clones JSTOR ou BHTRL32. Donc UD Setup n'est absolument pas persistant sur la machine et UD Setup est persistant en tant que service. Et lui va installer le prochain composant qu'on a appelé le PDS. Une fois que le prochain composant de Stuntingco est installé, donc UD Service va être désinstallé de la machine. Ultimate Discounter, vous voyez ici un screenshot de la page d'accueil. Donc c'est une extension pour Chrome qui est disponible sur le Chrome Store. À un moment donné de notre investigation, il y avait un peu plus d'1 million d'utilisateurs. Donc on l'a analysé, c'est tout à fait légitime. Ça propose des coupons de réduction pour des sites de commerce russe. Mais le problème, c'est que Stuntingco est distribué à partir du même domaine que celui qui est utilisé pour distribuer les coupons de réduction. Donc ça montre vraiment que il y a un lien entre les opérateurs de cette extension et les opérateurs de Stuntingco. Enfin, @stuntingco, Ultimate Discounter va mettre dans le registre 2 valeurs qui sont le group ID et le user ID et qui vont être utilisées par la plupart des composants suivants, notamment pour faire du chiffrement. Une fois qu'on a commencé à bloquer Ultimate Discounter, ils ont lancé une nouvelle version, dont ce qu'ils ont appelé le Remote Dictionary Server. Et là, ce qui était intéressant, c'est que le domaine de command et de contrôle n'était plus hardcodé directement dans l'exécutable, mais ils ont créé un compte sur dig.com, qui est un agrégateur de news. Ils ont créé un compte et dans la description, ils ont ajouté le nom de domaine. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est la description de l'utilisateur et Redis CTRL, donc c'est le nom de domaine. Ils vont juste apposer .com à la fin. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent le nom de domaine. Donc je vais passer la parole à Frédéric pour qu'il nous parle du cœur de Stuntingco.
Euh, donc, dans la prochaine section, on va présenter les composants qui sont déployés sur une machine qui est infectée par Stantinko et qui permettent à Stantinko donc d'acquérir de la persistance et aussi de télécharger ses payloads finaux. Une machine infectée par Stantinko va habituellement avoir 2 services Windows installés. Les 2 services sont configurés pour être lancés au démarrage de Windows. Donc, le premier service, c'est le Plugin Downloader Service, auquel on va référer par PDS, là, souvent dans la présentation. Et le deuxième, Browser Extension Downloader Service, le BEDS. Ces noms-là, c'est des noms qui viennent de nous. Là, donc, quand est venu le temps de choisir les noms, on n'était pas vraiment très inspirés, ce qui donne ce genre de nom-là. Et puis, chaque composant peut réinstaller l'autre en cas où il y a un nettoyage partiel d'une machine infectée. Alors, le premier service, le Plugin Downloader Service, il est composé de 2 composants. Donc, il y a d'abord un loader, qui est une DLL, dans le fond, une bibliothèque dynamique Windows, et du code chiffré qui est stocké dans une autre DLL. Donc, le loader va s'occuper de charger la DLL chiffrée, la déchiffrer, et par la suite, va pouvoir appeler du code dans cette librairie-là. La bibliothèque chiffrée contient le code qui est responsable de la communication avec le serveur de contrôle et le domaine du serveur de contrôle est stocké également dans la bibliothèque chiffrée. Si on revient à notre schéma ici, je vais me déplacer. Ici, on voit qu'on a le PDS, comme on a vu tout à l'heure, qui est vraiment le composant persistant. On voit ici qu'il y a des plugins qui sont associés à ce composant-là. Et ici, la petite boîte qu'on voit se trouve à être les installeurs pour le second service. Alors, quelles sont les fonctionnalités du PDS? Le PDS contient un loader d'exécutable Windows. C'est ce qui lui permet de charger directement en mémoire n'importe quel exécutable Windows qui va être envoyé par le serveur de contrôle. Il y a également un mécanisme de mise à jour. C'est lui qui est responsable pour installer le Browser Extension Downloader Service. Et il a également un système de plugin très flexible qui est justement basé sur le loader d'exécutable Windows. Donc, le serveur de contrôle peut littéralement envoyer n'importe quel exécutable Windows au PDS et le PDS va le charger et l'exécuter. Pour installer le BEDS, le PDS va se baser sur son mécanisme de mise à jour. Comment ça fonctionne? C'est que le serveur de contrôle va envoyer une nouvelle version de la bibliothèque qui va contenir l'installeur pour le BEDS. Donc, à la prochaine exécution, l'installeur va s'exécuter et le BEDS va être installé. Et par la suite, dès que le serveur de contrôle sait que le BEDS a été installé, il va renvoyer une nouvelle version de la bibliothèque qui ne contient plus l'installeur pour faire en sorte que l'installeur reste sur le disque le moins longtemps possible. Et très rapidement, là, parce qu'on va revenir là-dessus plus tard dans la présentation, quelles sont les fonctions du PDS dans l'écosystème de Stantinko? Il sert entre autres à trouver et compromettre des sites WordPress et Joomla. Il peut aussi être utilisé comme outil d'administration à distance, là, une backdoor. Et on a également vu un bot Facebook être envoyé à des machines infectées. Maintenant, pour le Browser Extension Downloader Service, très, très similaire au PDS. En fait, les 2 composants sont architecturés environ de la même façon. Encore une fois, on a un loader qui est une DLL et on a du code chiffré. Par contre, le code chiffré, au lieu d'être stocké dans une DLL à part, il est stocké dans les registres Windows. Donc, le loader va aller charger le code des registres Windows et puis va le déchiffrer pour pouvoir faire des appels dans ce code. Le code chiffré contient, encore une fois, le code de communication avec le serveur de contrôle et également le domaine du serveur de contrôle. Donc, pour revenir au schéma, c'est ici qu'on est rendu dans le schéma. Donc, le BED se trouve être le composant qu'il y a ici. Ce qu'on voit en haut là, c'est sa capacité justement à réinstaller le PDS. Et ici, donc, on a un installeur qui est responsable d'installer les extensions de navigateur web qui effectuent de la fraude publicitaire dont on va parler plus en détail plus tard. Donc, quelles sont les fonctionnalités du BED? Encore une fois, très similaire au PDS. Là, il contient un loader exécutable Windows, il y a un mécanisme de mise à jour.
un système de plugin très flexible basé sur le loader d'exécutable Windows et il peut réinstaller le PDS. Pour installer le PDS, c'est le même mécanisme qui est utilisé. Là, le serveur de contrôle va envoyer une nouvelle version de la DLL qui contient l'installeur, et ainsi de suite. Et quelle est la fonction du BED dans l'écosystème de Stantinco? Ben, le BED sert à installer les extensions de navigateurs web malicieuses. Maintenant, dans cette section-ci, on va présenter les raisons pour lesquelles Stantinco n'a pas été une menace facile à analyser. On va aussi expliquer pourquoi c'était difficile, donc d'un point de vue de chercheur en logiciel malveillant, donc de notre point de vue, mais également pourquoi c'était compliqué pour l'équipe de détection de faire des détections robustes et génériques pour garder un peu l'avantage sur Stantinco, pour détecter déjà les prochaines variantes qui pourraient éventuellement développer. Stantinco fait un usage extensif du chiffrement. Le protocole réseau est chiffré, il est basé sur HTTP. Donc, il n'y a pas de chiffrement qui est offert par HTTP, ils ne sont pas sur HTTPS. Mais ce qui est plus important, c'est le code qui est responsable de la communication avec le CNC est chiffré avec une clé unique par infection. La bibliothèque qui est chiffrée par le PDS utilise le bot ID, donc un identifiant unique pour une machine infectée. Et le BED va utiliser le numéro de série du volume sur lequel est installé Windows. Donc, on ne peut pas simplement prendre un sample sur VirusTotal, par exemple, et commencer à l'analyser. Pour effectuer une analyse, il faut un sample et son contexte associé. Hein, les clés de registre de la machine qui est infectée, le numéro de série du volume pour pouvoir le déchiffrer et commencer notre analyse. Sinon, une autre technique, c'est si on est capable d'avoir accès à un installeur. L'installeur est responsable pour le chiffrement de la partie chiffrée des composants. Donc, si jamais on a l'installeur, on a les deux composants en clair. On ne peut pas vraiment savoir c'est quoi le comportement de malicieux de Stantinco sans ces plugins. Les deux composants dont on vient de parler, le PDS et le BED, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont envoyer une requête au serveur de contrôle, recevoir une réponse et potentiellement charger la réponse et l'exécuter. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas les plugins, on n'a aucune idée de c'est quoi qui se passe. Les plugins sont difficiles à obtenir pour plusieurs raisons. Ils ne sont jamais écrits sur le disque. Il n'y a pas de persistance. Donc, si jamais une machine est en train de rouler un plugin en mémoire, si elle redémarre, le plugin n'est plus présent. Et en plus de ça, les plugins sont envoyés sélectivement par le serveur de contrôle. Donc, c'est pas toutes les victimes qui vont recevoir les mêmes plugins. Bon, j'ai déjà mentionné, mais où est-ce qu'on peut les trouver? Les plugins, ben, c'est soit sur le réseau lorsque le serveur de contrôle envoie une machine, ou soit directement en mémoire quand le composant est en train d'exécuter le plugin. Alors, comment est-ce que nous, on a procédé pour aller chercher ces plugins-là? Au départ, on a codé un bot qui faisait des requêtes au serveur de contrôle, mais on a reçu quelques plugins avec ça, mais rien vraiment d'intéressant. Par la suite, on était plus avancé dans notre analyse. On avait accès à plusieurs installeurs. Donc, on a infecté des machines et on a fait de la capture réseau sur ces machines-là. On les a monitorées. Et c'est de cette façon-là qu'on est parvenu à obtenir la majorité des plugins qu'on a actuellement, qu'on a vu dans notre investigation. Stantinco utilise une technique intéressante pour déguiser ces exécutables et leur donner une apparence de logiciel légitime. Ce qu'ils vont faire, comme on a vu au début, là, avec LAME, l'encodeur MP3. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un projet open source, ils vont ajouter leur code malicieux au projet open source et ils vont changer l'entry point du binaire, donc essentiellement le main. Ils vont mettre leur code dans le main. Ça a pour effet de rendre la classification beaucoup plus difficile pour les équipes de détection qui regardent des dizaines de samples par jour et doivent quand même assez rapidement déterminer s'ils ont affaire à quelque chose de malicieux ou pas. Donc, à première vue, ça semble être un logiciel légitime. Il faut vraiment faire une analyse plus approfondie là, pour se rendre compte qu'il y a un comportement malicieux. Donc ici, on a un exemple de chaîne de caractères qu'on retrouve dans un des binaires de Stantinco. Ça se trouve être une usage string, là, donc c'est la description des options d'un outil ligne de commande là, quand on fait typiquement -help ou / point d'interrogation sur Windows, je pense. Donc, le premier réflexe de plusieurs personnes, dont moi, serait de googler les chaînes de caractères pour voir
si Google connaît quelque chose par rapport à ça. Et en faisant ça, on s'aperçoit que c'est le user string de DJPEG, qui est un programme de la suite AFNI. Donc, en continuant notre recherche, on tombe sur ceci. Donc, on apprend que AFNI signifie Analysis of Functional Neuroimages et que, la description va comme suit. Là, AFNI is a set of C programs for processing, analyzing and displaying functional MRI data, a technique for mapping human brain activity. Donc, on a affaire à quelque chose qui semble quand même assez compliqué. Et c'est assez facile de comprendre qu'une personne décide de ne pas commencer à reverser ces algorithmes complexes-là et se disent, je crois qu'il y a toutes les caractéristiques d'un binaire non malicieux. Pour faire une couverture pour leur serveur de contrôle, les domaines qui sont utilisés comme CNC par Stantinko ont une landing page. Puis la landing page est cohérente avec le logiciel libre qui est utilisé dans le binaire. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est la landing page du domaine vp9codec.com, qui est utilisé comme serveur de contrôle, dans un binaire qui vient avec le code source de vp9codec, justement. Et en plus, on voit qu'il y a un lien vers GitHub, ici, qui, justement, pointe vers la page légitime GitHub du projet vp9codec. Puis ici, on a un autre exemple d'un autre serveur de contrôle de HDR group. On voit que c'est des pages qui ont quand même l'air légitimes, puis il y a quand même un certain effort qui a été mis là, pour les développer. La dernière technique d'anti-analyse qu'on va voir, c'est l'obfuscation. Les opérateurs de Stantinko ont développé leur propre obfuscateur maison, qui est appliqué à peu près sur tous les binaires qui se retrouvent sur le disque. Donc, rapidement, comment l'obfuscateur fonctionne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fusionner plusieurs fonctions du binaire original, en fait, du code source original. Donc, il va avoir des fonctions du programme malicieux et des fonctions du logiciel libre qui sont toutes fusionnées ensemble. Ça fait qu'il y a beaucoup de code mort également. Ça fait des énormes fonctions avec beaucoup de code qui ne sera jamais exécuté finalement. Et par la suite, il applique du control flow flattening sur les fonctions fusionnées. On va parler un peu plus en détail là, du control flow flattening dans la prochaine slide. Comment est-ce qu'on est parvenu à analyser les binaires obfusqués? On a été assez chanceux là, dans la plupart des cas, on est parvenu à avoir une version qui était antérieure à l'utilisation d'obfuscateurs. Donc, on avait des versions littéralement non obfusquées. Et d'autres fois, on est tombé sur des versions de debug de leurs composants. Mais dans certains cas, on a été obligé là, de s'attaquer aux binaires obfusqués. Puis, essentiellement, comme on a fait, on est allé par analyse dynamique. On peut tracer les binaires ou en les exécutant, on est capable de voir exactement c'est quoi le code qui est exécuté. Parce que l'obfuscation fait pas en sorte que ce n'est plus analysable, mais simplement que notre tâche est plus ardue et ça prend plus de temps à analyser. Donc ici, on a un exemple d'une fonction. Ça ici, c'est le control flow graph d'une fonction qui n'est pas obfusquée. Et on a son équivalent ici à droite, obfusqué. Donc, habituellement, comment est-ce qu'un programme comme ça va être lu? Les instructions sont disposées du haut en bas et le processeur va exécuter les instructions de cette façon-là. Lorsqu'on a du control flow flattening, ce qui se passe, c'est que, première étape, les blocs de la fonction originale vont être découpés en petits blocs et vont être disposés tout en bas du CFG. Donc, tous les blocs ici en bas, c'est là où le code de la fonction originale est situé. Il y a un dispatcher qui va s'occuper de déterminer quel est le prochain bloc à exécuter. Le dispatcher doit être quelque part ici. Et tout ça se trouve à l'intérieur d'une boucle. Donc, après n itérations, la logique du code original va avoir été exécutée. Puis, les blocs en bas ne sont pas exécutés de gauche à droite. Ce qui ferait en sorte que ça serait quand même assez facile à analyser. Mais ils sont plutôt exécutés là, d'une manière imprévisible. Ça fait en sorte que c'est difficile de reconstruire le control flow graph. En fait, le flow de contrôle original, de la fonction originale,
et ce qui fait en sorte que c'est difficile à analyser statiquement. Puis, on pourrait être porté à croire que c'est facile à analyser là, avec les décompilateurs fancy qu'on a aujourd'hui. Par contre, c'est pas vraiment le cas. Ici, on a un exemple là, d'une fonction offusquée décompilée avec X-Rays. Et puis, comme vous pouvez voir, là, il y a un paquet de comparaisons qui sont effectuées avec des entiers qui semblent aléatoires. Et c'est assez difficile là, de voir quel est le premier bloc qui va être exécuté, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Je vais redonner la parole à Mathieu qui va nous parler des extensions de navigateur web qui effectuent de la fraude publicitaire. Donc, ces extensions, c'est le premier groupe de plugins finaux de Stantinco. Donc, on verra le deuxième groupe juste après dans la prochaine section. Donc, ces extensions, elles sont installées par ce qu'on a appelé le Browser Extension Downloader Service. Et ils en ont 4. Donc, API Helper qu'ils ont lancé en 2014. Donc, c'est une vieille version qui est probablement liée à l'ancienne campagne de Stantinco dont on a syncodé les domaines. Et les deux prochaines extensions, c'est The Safe Surfing et Teddy Protection, qui ont été lancées respectivement en 2015 et 2016 et qui étaient distribuées en simultané pendant notre investigation. Et API Helper, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partagent un algorithme de chiffrement qui est propre à Stantinco avec un des composants de @Stantinco, donc Ultimate Discounter. Donc ça montre un fort lien entre ces extensions, au moins au niveau du développement, un fort lien entre ces extensions et toute la famille Stantinco. Donc, qu'est-ce que ces extensions peuvent faire? Elles peuvent injecter des publicités dans certains sites internet qui sont ciblés. Elles peuvent aussi rediriger l'utilisateur lorsqu'il clique sur un lien dont l'URL est ciblée par cette extension ou lorsqu'il tape une URL dans sa barre d'URL. Donc, comment ça marche, la redirection? Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un moteur de recherche ici, c'est Rambler.ru, c'est un moteur de recherche russe qui est assez connu et qui est particulièrement ciblé par Stantinco. Donc, disons qu'un utilisateur va faire une recherche sur ce moteur de recherche. Il obtient des résultats. Il va cliquer sur un des liens. Le navigateur va passer la main à l'extension qui va pouvoir regarder si la nouvelle URL correspond à une de ses règles de sa configuration. Si oui, l'extension va modifier l'URL. Donc, l'utilisateur va être redirigé vers ici une régie publicitaire. Donc, c'est toujours la même. Elle s'appelle GoLinks, qui ensuite va pouvoir rediriger l'utilisateur vers le site final. Donc, l'annonceur. L'annonceur, c'est l'entreprise, le site internet qui a payé pour recevoir du trafic. Généralement, ce site final correspond au lien sur lequel l'utilisateur a cliqué à l'origine. Des fois, c'est pas le cas, mais généralement, c'est le cas. Donc, quand c'est exactement le cas, on s'aperçoit que GoLinks, la régie publicitaire, s'est insérée artificiellement dans cette chaîne de redirection et arrive à gagner de l'argent en amenant du trafic qui, de toute façon, serait arrivé sur ce site internet. Donc, pour injecter de la publicité, c'est... ah oui, j'ai oublié un détail aussi. Ici, on voit que la chaîne de redirection est vraiment très courte. Donc, GoLinks est en relation directe avec des annonceurs, alors que normalement, ce qui est le cas généralement en fraude publicitaire pour les chaînes de redirection, ce sont des chaînes vraiment très très longues pour blanchir le trafic. Donc, avec des intermédiaires plus ou moins douteux au milieu. Injection de publicité, c'est un peu le même principe. Donc, j'ai repris Rambler.ru puisqu'il est aussi ciblé pour l'injection publicitaire. Les deux publicités encadrées, elles ont été rajoutées par l'extension de Stantinco. Donc, c'est pareil. Ici, normalement, il y avait des bandeaux publicitaires de Rambler. Ici, ils ont disparu et ils ont été remplacés par de la publicité tiers. Ça veut dire que Stantinco arrive aussi à gagner de l'argent en affichant de la publicité sur des sites qu'il n'opère pas. Donc maintenant, je vais décrire successivement les trois extensions. Donc on va voir que leurs méthodes ont un peu évolué dans le temps et c'est devenu techniquement de plus en plus intéressant. Donc API Helper, la première qui a été lancée en 2014, c'est basé soit pour Internet Explorer sur un Browser Helper Object ou soit pour les autres navigateurs comme Chrome, Firefox, Opera sur une DLL d'une technologie qui s'appelle NPAPI. Donc cette technologie, elle est obsolète depuis 2015. Cette extension, on l'a vue uniquement sur des anciennes machines
et n'est plus distribuée activement. Comment ça marche pour le processus de redirection? Donc, tout simplement ici, c'est un des fichiers JavaScript, un extrait d'un des fichiers JavaScript de l'extension. Donc, on peut voir qu'ils vont enregistrer un listener pour Before Navigate. Before Navigate va permettre de recevoir l'URL qui va être prochainement naviguée. Donc ensuite, on peut voir ici que cette URL va être passée au plugin, donc soit le Browser Helper Object, soit la DLL, qui va renvoyer ou non un nouveau lien. S'il y a un nouveau lien qui est enregistré, on update la table du navigateur et l'utilisateur est redirigé. De la même manière, on peut enregistrer des listeners pour injecter du code JavaScript une fois que la page a été chargée. La configuration. La première partie de la configuration ici, c'est lié à l'injection de JavaScript. Ici, vous pouvez voir les noms de domaines ciblés, mail.ru, vk.com. Vk, c'est l'équivalent en russe de Facebook, ça s'appelle vContact. Et ici, donc, ce sont l'URL vers le serveur de command and control avec le fichier JavaScript inséré. Donc, il s'est avéré que sur ce serveur de command and control, on a aussi trouvé un fichier google.js qui permettait d'injecter de la publicité sur les pages de Google. C'est a priori plus distribué et ça n'a plus l'air leurs méthodes n'ont plus l'air de fonctionner. Mais ça montre qu'à un moment donné, ils ont réussi à faire de la fraude publicitaire même sur les pages de Google. Deuxième partie de la configuration qui est responsable des redirections. Vous pouvez voir ici des expressions régulières des URL ciblées et l'URL vers lequel l'utilisateur va être redirigé. Donc ici, je montre juste 2 exemples, mais la configuration est vraiment très très longue et il y a des centaines de sites qui sont ciblés. Donc, majoritairement des sites russophones. Pour vContact, les scripts qui étaient injectés, ils étaient hébergés sur un dépôt GitHub. Et sur ce même dépôt GitHub, on est tombé sur un fichier qui s'appelle index. Et en fait, c'est la liste chiffrée des CNC pour un des modules de l'autre service de Stantinco. C'est un module qui s'appelle Search Parser et qui permet de faire des recherches en masse sur Google. Donc, je vais le détailler dans une section plus tard. Donc, ça montre vraiment quand même un lien fort dans tout cet écosystème. Deuxième extension, The Safe Surfing, qui cette fois-ci est disponible sur le Chrome Store, utilise un binaire PP API. Donc, c'est un binaire ELF qui tourne dans une sandbox sous Windows. Et une des dernières versions de binaire était obfusquée avec l'obfuscateur que Fred a détaillé juste avant. Donc, ça montre que non seulement ils ont un obfuscateur qui fonctionne sur des exécutables Windows, mais aussi sur des ELF. Donc, ça montre techniquement, ils ont quand même des capacités plutôt intéressantes. Et cette extension a un comportement légitime et malicieux. Sur le Chrome Store, ils annoncent leur extension comme permettant de bloquer des sites malveillants. Et donc, en réalité, cette extension le fait vraiment. Aussi, un détail, il y avait à peu près quasiment là, il y en a un peu moins parce qu'on a pris le screenshot un peu tard, mais au début de notre investigation, il y avait quasiment 500 000 utilisateurs, 500 000 installations sur Chrome de cette extension. Au vu des ratings et du faible nombre de commentaires, on pense que la plupart des installations ont été faites par Stantinco. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y avait à peu près 1 demi-million de machines qui étaient infectées par Stantinco. Donc, au printemps 2017, au moment de notre analyse. Donc, si on installe The Safe Surfing du store, on obtient bien une liste de sites qui vont être bloqués. Donc, ce sont des sites qui sont apparemment malveillants. Si on navigue vers un de ces sites, on est redirigé vers un message d'erreur comme quoi le site est malveillant, blablabla. Par contre, si l'extension a été installée par Stantinco, la configuration reçue du domaine de command and control, donc qui est exactement le domaine, l'URL, exactement tout est identique, sauf que dans les paramètres, il va être passé le groupe ID et le user ID que j'avais détaillé plus tôt. Donc, on s'aperçoit que cette configuration est vraiment très proche de ce qu'on avait trouvé pour API Helper. Donc, cette fois-ci, on a une extension qui cache vraiment bien son but. Et à première vue, quand on a analysé plusieurs fois l'extension,
Les 2 premières fois, on s'est pas rendu compte que c'était malveillant, puisque les mêmes scripts sont utilisés pour rediriger les utilisateurs vers la page d'alerte ou rediriger l'utilisateur vers des régies publicitaires. Enfin, Teddy Protection, cette fois-ci, utilise uniquement du HTML et JavaScript. Le comportement est pas mal identique au niveau légitime malveillant à The Safe Surfing. Donc, il y a toujours une liste de sites à bloquer, aussi disponible sur le Chrome Store, était disponible sur le Chrome Store avec à peu près 1 demi-million d'utilisateurs. Mais cette fois-ci, il y a quand même pas mal plus d'obfuscation. La liste des sites malveillants, cette fois-ci, on n'a plus une liste de noms de domaine, mais on a une liste, donc ils ont appelé la B-list, sûrement pour une blacklist, des CRC, c'est une sorte de checksum, c'est un checksum, des noms de domaine. Donc, c'est un nom de domaine, c'est un nom de domaine. Donc, à chaque fois qu'une URL va être naviguée, l'extension va calculer le checksum du domaine et vérifier s'il appartient à la liste. Si oui, le domaine va être bloqué. Pour la liste des redirections, ils ont appelé la A-list, sûrement Advertising List. Ils vont utiliser un hash custom dans leurs expressions régulières. Donc, juste pour faire une idée, i7 était bien sûr pas dans la liste, mais i7.com devient cette chaîne de caractères. Donc ça, c'est i7 et ça, c'est com. Donc ça devient vraiment plus compliqué à lire. Donc je vous montre la configuration. On a toujours une configuration qui ressemble beaucoup aux précédentes, mais ici, les expressions régulières, donc ça, c'est Google. Donc les expressions régulières, elles deviennent vraiment très compliquées à lire. Comme c'est une fonction de hash, c'est pas possible de passer du hash au domaine. Donc si vous voulez vérifier qu'un domaine est ciblé ou non, il va falloir calculer le hash pour ce domaine et vérifier s'il est dans la liste. Enfin, dans l'implémentation qui était présente dans l'extension, la fonction de hash a implémenté un anti-debug. Donc, si ça prend trop de temps pour calculer le hash, le résultat va être différent. Quelques détails. Si le port 3306 qui correspond à MySQL est ouvert, l'extension ne va pas rediriger. On ne sait pas vraiment pourquoi. Aussi, elle va se désinstaller d'elle-même si l'utilisateur navigue vers la page d'administration des extensions. Bien sûr, elle va être réinstallée quelques minutes plus tard par bed. Et enfin, après qu'on leur ait signalé, Google a bien enlevé ces 2 extensions du store. Donc maintenant, normalement, c'est plus possible que cette extension soit loadée, ou alors il faut que l'utilisateur aille faire une action spécifique. Concernant Firefox, en fait, ils n'ont jamais accepté les extensions sur leur store, donc ça n'a jamais marché pour Firefox, sans action de l'utilisateur. Donc la deuxième partie de plugin, ce qu'on a appelé au-delà de l'adware, puisqu'il y a vraiment un nombre assez conséquent de plugins. Donc ici, c'est la liste. Ils sont bien installés par le PDS. Ils sont uniquement chargés en mémoire. C'est-à-dire que si on redémarre la machine, ces plugins ne sont absolument plus présents. Donc ici, c'est le taux de distribution de chaque plugin. Donc ça, c'est issu de notre télémétrie durant quelques jours en mars. Donc, sachant que ces plugins ne sont pas persistants et sont téléchargés régulièrement, on pense que c'est vraiment un bon indicateur de taux de distribution de chaque plugin à ce moment donné de l'année. Mais c'est tout à fait possible qu'en 2016, par exemple, le taux de distribution était totalement différent et qu'il y avait des plugins que n'ont pas pu capturer, etc. Donc ici, le principal plugin, c'est le Search Parser qui permet de faire des recherches sur Google, suivi du plugin permettant de brute forcer des sites sous Joomla et WordPress. Donc, le Search Parser, entre parenthèses, parce que c'est le nom qui a été donné par ces développeurs, permet de faire des recherches sur Google. Donc, il y a un bout un peu qui est implémenté pour Yandex aussi, mais c'est pas complètement implémenté et c'est pas du tout utilisé. Yandex, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le Google russe. Donc, il propose vraiment une bonne partie des fonctionnalités qui sont disponibles sur Google. Donc ce module, il va chercher les URL des serveurs de command and control sur GitHub. Je vous ai montré précédemment le dépôt qui était utilisé, donc dans un format chiffré en RC4 avec une clé qui est identique pour tous les modules. Ces CNC, c'est des sites Joomla qui ont été compromis. Et donc il y en a à peu près 6 ou 7 à chaque fois, à chaque moment donné. Et sachant que c'était
ces CNC étaient hostés sur la liste des CNC était disponible sur GitHub. On a pu cloner le dépôt et puis passer sur la liste de tous les CNC depuis les 2-3 dernières années. Enfin, ce search parser, il va chercher des sites Joomla ou WordPress. Donc ici, vous pouvez voir donc un exemple de la recherche qui va être effectuée sur Google. Ici, c'est la string donc Powered by Joomla qui est présente dans la plupart des sites Joomla. Et un mot aléatoire, ici c'est de l'allemand, mais on a aussi vu du grec par exemple. On pense que c'est utilisé pour énumérer encore plus de sites. Si vous cherchez juste Powered by Joomla, vous allez avoir quelques dizaines de pages de résultats. Par contre, si vous prenez un dictionnaire de plusieurs dizaines de milliers de mots et combinez ça à la string que vous recherchez, c'est fort possible que le nombre final de résultats que vous allez obtenir est bien plus important. Enfin, il y a quelques options qui permettent d'éviter de se faire... c'est un temps d'attente, soit quand le module se fait bannir, qui doit entrer un captcha, ou avant d'aller naviguer une nouvelle page. Un exemple de résultat, en fait, c'est tout simplement la liste des URL qui ont été retournées par Google. Donc ça, c'est renvoyé au serveur de command control. Et grâce au propriétaire d'un des sites internet qui était utilisé pour faire qui est utilisé comme CNC, donc un site compromis qui est utilisé comme CNC. On a contacté son propriétaire, il nous a envoyé les fichiers PHP qui étaient responsables du contrôle de ce module. Donc on voit ici, c'est exactement la tâche qui est reçue par le module. Encore une fois, ici, ça c'est une URL spécifique à Joomla. Et ici, le $task, il va être pris de data.dat, qui est un dictionnaire. Donc, dans l'exemple que nous a envoyé cet administrateur de site, c'était une liste de plusieurs dizaines de milliers de mots en grec. Enfin, quelques statistiques, on peut voir qu'il y a en moyenne entre 1 et 10 résultats et 10 résultats de recherche qui sont faits chaque seconde. Ça montre quand même la puissance de ce botnet. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart du temps, il y a plus de tâches sur les serveurs de command control et le module ne fait que attendre. Donc, ça veut dire qu'ils ont tellement de machines infectées qu'ils n'arrivent pas à leur fournir assez de tâches de recherche à effectuer. Le plugin qui permet de faire du brute force permet de brute forcer des sites sous Joomla et WordPress. Il va tout simplement recevoir une URL, un login et un mot de passe à tester. On pense que c'est un très fort lien avec le module précédent qui permet de chercher des sites sous Joomla et WordPress sur Google. Donc probablement que les sites qui sont trouvés sur Google sont après envoyés à ce module pour faire des tâches de brute force. Enfin, il utilise un user agent dans le header HTTP qui est assez spécifique. Il existe sur un navigateur vraiment très très ancien, mais c'est vraiment très peu utilisé et ça permet de repérer assez facilement les requêtes qui sont faites par Starling. Un exemple de tâche. Donc tout simplement ici, l'URL à tester, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc on voit que ce module, c'est vraiment du brute force par dictionnaire. C'est vraiment pas le module qui va essayer toutes les combinaisons possibles sur un site internet donné. Aussi, on peut voir, par exemple, pour un domaine, ici, il y a juste 3 tentatives d'essai, puisque en fait, la charge de brute force est répartie entre vraiment toutes les machines infectées pour permettre d'éviter de se faire bannir. Je vous parlais de l'user agent qui est spécifique, donc en googlant ça, on tombe sur un article de blog de Chapman Consulting qui dit avoir été attaqué par brute force il y a quelques mois par quelques dizaines de milliers d'IP. Et donc, il montre un exemple de fichier de log HTTP qui contient exactement l'user agent de Stantinko. Donc, ça montre qu'ils arrivent que ces dizaines de milliers d'IP, ça montre qu'ils arrivent vraiment à répartir la charge pour éviter de se faire bannir entre vraiment beaucoup de machines et que ce botnet est vraiment plutôt puissant. Un Facebook bot, donc comme son nom l'indique, qui permet de gérer des faux comptes sur Facebook. Malheureusement, il n'était pas actif pendant notre investigation. On avait juste des tâches slip à effectuer. Donc, c'est vraiment décevant parce qu'on ne peut pas savoir à quoi étaient utilisés finalement les faux comptes qui étaient gérés par ce botnet.
Ici, c'est juste pour vous montrer quelques strings du binaire. Donc, ça montre vraiment que que cet exécutable a été développé pour cibler spécifiquement Facebook. Liste des commandes. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment la plupart des commandes qui peuvent être faites par un utilisateur normal sur Facebook. Donc, ajouter des amis, créer un compte, liker, envoyer des messages, etc. Donc, il peut créer des comptes. Pour ça, il faut une adresse email valide. Donc, il va utiliser des providers gratuits d'email et implémenter leur API. Comme ça, il va pouvoir aller récupérer les emails directement et cliquer sur le lien de confirmation pour créer le compte. Donc, c'était vraiment plutôt bien fait. Zaxar Cleaner, donc ça, c'est le module le plus drôle. Zaxar, c'est un logiciel potentiellement indésirable qui est installé par FileTour, l'installeur de Standinco. Donc le Zaxar Cleaner, il va télécharger un tool de Kaspersky qui s'appelle le Kaspersky AVZ Antiviral Toolkit, qui permet de faire du nettoyage, de scripter du nettoyage. Donc ils vont passer un script qu'ils ont développé eux-mêmes pour supprimer Zaxar au Kaspersky AVZ. Donc ça va permettre de cleaner la machine de Zaxar. Enfin, RAdmin, c'est une backdoor, donc un outil d'administration à distance qu'ils ont codé eux-mêmes. Il est vraiment déployé très très rarement. On ne connaît pas exactement les conditions qui fait qu'une machine est jugée intéressante pour déployer ce type de backdoor, mais ça peut vraiment servir à faire de l'espionnage ou à voler des coordonnées bancaires, enfin à peu près tout ce que l'attaquant en fait peut imaginer. Donc ici, ça c'est la liste des commandes qui peuvent être envoyées par l'attaquant. Donc, vous pouvez voir, ça peut faire de la reconnaissance avec sysinfo, demander des choses dans le registre, la liste des process avec proclist. Peut aussi exfiltrer des fichiers avec getFile, par exemple, ou exécuter du code supplémentaire avec exec. Donc, c'est vraiment une backdoor qui permet de faire à peu près tout ce qu'on attend d'une backdoor. Enfin, on a trouvé un malware Linux de Standinco, donc ça fait vraiment de Standinco une menace multiplateforme. On a trouvé ça sur Virus Total, dans un dump Joomla. Donc du coup, on a eu accès au fichier de log Joomla, et on s'est rendu compte que ce malware Linux avait été installé juste quelques jours après une attaque de brute force contre cette instance de Joomla. Donc il y a probablement un fort lien avec le module qui leur permettait de faire du brute force. Qu'est-ce que peut faire ce malware Linux? Fingerprint de machine, donc qui va être renvoyé au CNC pour identifier uniquement la machine, mais principalement ça sert de SOX proxy. Et le nom d'utilisateur est hardcodé dans le binaire Linux, et ce nom d'utilisateur c'est scan4u. Scan4u, en fait, c'est un virus total pour les développeurs de malware. Ça leur permet de scanner leur sample contre des AV sans renvoyer les résultats aux compagnies d'antivirus. Donc la télémétrie est désactivée. Donc c'est probablement utilisé pour tester, c'était probablement utilisé pour tester les nouveaux samples de Standinco. Donc en conclusion, Standinco, c'est de l'adware, mais on est loin quand même uniquement de la fraude publicitaire. Donc on a vu, peuvent faire de la fraude sur Facebook, brute forcer des sites web. Il y a une backdoor qui leur permet un accès total à la machine. Donc on est vraiment loin d'un groupe qui fait juste du click fraud. Ils sont très organisés et ils n'ont pas utilisé vraiment de techniques novatrices, pas de zero day, rien. Mais par contre, ils ont implémenté toutes les techniques connues qui permettent vraiment d'éviter la détection, de compliquer très fortement la tâche, soit des équipes de détection, soit des chercheurs en sécurité. Donc ça prend vraiment des mois à analyser ce genre de botnet. Donc finalement, ils ont bien appris de tout ce qui s'était fait précédemment. Et enfin, on estime qu'il y avait à peu près 1 demi-million de machines infectées au printemps. Si vous voulez plus de détails, on a publié en juillet un white paper vraiment complet avec le détail de vraiment beaucoup de détails. Il est disponible sur notre blog welifsecurity.com. Et enfin, j'en profite pour vous dire qu'on a lancé la version en français de WeLive Security. Donc, il y a quelques articles déjà. Donc, WeLive Security, c'est le blog sur lequel on publie nos analyses techniques.
Donc, il y a déjà plusieurs blogs, dont un de Frédéric, qui est un update sur Ebori, qui est un malware Linux qui est lié à l'opération Windigo. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.